Je salue d'abord donc nos intervenants, Chouki Haddad, donc qui est président porte-parole de l'association AEB, Mathieu Rigouste, qui est sociologue spécialiste sur les questions de police, violence policière, violence interquartier, etc., etc. Afida Ouami, qui est présidente de l'association EEM, Ensemble pour les enfants de Montreuil, donc une voisine mais qu'on connaît bien à Bagnolet puisqu'elle faisait aussi partie de l'association EEB. Adèle Amara, qui est responsable associatif à Villiers-sur-Marne et qui a beaucoup travaillé sur la question des violences interquartiers entre Villiers-sur-Marne et Champigny-sur-Marne. Gundo Diawara, qui est porte-parole du Front de mer et qui nous parlera de ce qu'elle met en place, de ce qu'elle essaie de coordonner au niveau régional sur cette problématique précisément des violences interquartiers. Et enfin, Almami Kanouté, qui est un activiste des quartiers populaires que vous connaissez certainement, qui est membre du comité Adama, qui a une grande expérience sur la question, en particulier à Fresnes, mais en réalité partout en région parisienne où il a pu intervenir. Donc voilà, merci d'avoir accepté de participer à cette rencontre débat donc, qui vous est proposée par trois associations. L'association AEB, qui est une association de jeunes du quartier de la Capsulerie, l'association EEB, donc Ensemble pour les enfants de Bagnolet, et l'association donc EEM, Ensemble pour les enfants de Montreuil. Alors pourquoi on a tenu absolument à organiser ce débat ? C'est essentiellement en tant que parent et en tant que maman, le fait de voir très régulièrement dans les médias, et en particulier l'année dernière, si vous vous souvenez bien, des petits de 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui meurent lors de règlements de compte, lors de RICS, etc. etc. Vous le savez, l'année dernière, il y a eu plusieurs morts à Sarcelles, à Garges, vous le savez, ici à Bagnolet, donc partout en région parisienne. Ce sont des petits de plus en plus jeunes, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et ces morts ne sont absolument pas considérés par les médias comme par les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'on en parle rapidement dans les faits divers. Voilà, il y a eu un mort, ils se sont entretués dans telle ville, etc. Mais il n'y a absolument pas de prise en considération réelle de cette question. Ce qu'on nous ressort tout le temps quand il y a des morts dues à des violences interquartiers, à des règlements de compte, à des RICS, ce qu'on nous ressort tout le temps, c'est il faut les mater davantage, il faut les contrôler davantage, il faut davantage de sécurité, il faut davantage de police. Alors c'est là que je parle en particulier de Bagnolet, puisqu'il y a eu des coups de feu l'année dernière qui ont été tirés, d'ailleurs ici, là devant le centre social, depuis le directeur est parti, et il n'y en a pas depuis, voilà, il n'y a personne qui est revenu prendre la place. Mais en tout cas, voilà, il y a eu des coups de feu, il y a eu de la violence, effectivement, en particulier à la Capsulerie, mais aussi du côté de Gallieni, etc. Et alors, le discours des responsables politiques pour répondre à cette peur, à cette angoisse légitime pour les habitants de la Capsulerie, mais pour les habitants de Bagnolet de manière générale, c'est « il nous faut un plus gros commissariat ». Voilà, c'est tout ce qu'on a entendu. C'est-à-dire que, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de nouveau directeur de centre social, ça apparemment, ça n'intéresse personne. Le fait qu'ici sur le quartier, il y a de moins en moins de commerce de proximité, de moins en moins de services publics non répressifs, etc., ça n'intéresse personne. La seule chose qu'on répète, et d'ailleurs vous l'avez vu pour les Bagnoletais ici, vous l'avez vu sur le fronton de la mairie, la seule chose qui intéresse, c'est il faut un plus gros commissariat. Et c'est ça qu'on a tenu à questionner ici. C'est-à-dire, est-ce que finalement, cette question du plus gros commissariat et du davantage de police, davantage de sécurité, est-ce que ce n'est pas une manière, en fait, finalement, d'éluder la question, de répondre simplement de manière démagogique aux angoisses et aux peurs légitimes pour les habitants, pour les citoyens ? Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour nous, habitants des quartiers populaires, habitants de Bagnolet, habitants de la région parisienne, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réfléchir ? Est-ce que plutôt que de se contenter simplement de se dire voilà, les pouvoirs publics ne font rien pour nos gosses, c'est de se dire peut-être que c'est à nous de nous organiser, c'est à nous de nous auto-organiser et déjà commencer par poser le problème. Voilà, quel est le problème ? Pourquoi il y a des violences interquartiers ? Pourquoi il y a des morts ? Pourquoi nos enfants s'entretuent en réalité ? Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution ensemble ? Voilà, donc c'est un début de débat. Alors, moi, je suis très fière de l'animer pour l'AEB-EEM parce que vraiment, je trouve...
C'est vraiment un débat qui est inédit. C'est-à-dire que ce sont des citoyens et des citoyennes, des associations qui portent cette question, la plupart du temps, vous le savez, dans les médias, qui portent la question de la sécurité. Bon, à l'époque, c'était l'extrême droite. De plus en plus, ça devient même à gauche. Mais la question sécuritaire, souvent, c'est une question que l'on peut percevoir à juste titre comme une question qui est contre nous, en réalité. Là, l'idée, c'est de se dire, voilà, c'est pas une non-question. On ne peut pas se permettre simplement, nous aussi, de l'éluder. Il faut qu'on la prenne en charge. Maintenant, voilà. C'est charge à nous, justement, de la poser avec les bons outils, la bonne analyse, et puis réfléchir, encore une fois, aux solutions. Pour commencer cet échange, je laisse la parole à Mathieu Rigouste, qui va nous faire part d'une d'expérimentation qui ont été menées à Chicago, et il va mettre en perspective par rapport à ce qu'on peut envisager en France. Je vais juste vous dire d'où je parle, pour se présenter un peu. Moi, j'ai grandi à Gennevilliers, je suis né au Lutte, mais après, j'ai grandi, pour les gens qui connaissent, dans un quartier à côté qui s'appelle Brenu, où on a toujours eu exactement les mêmes histoires. La dernière, elle remonte, du coup, Gennevilliers, c'est juste à côté d'Asnières. Et Asnières Nord, c'est pareil, c'est quartier prolétaire, ouvrier, comme Asnières Sud, c'est très bourgeois, mais Asnières Nord, c'est vraiment comme Gennevilliers, c'est les deux. Et du coup, les deux quartiers se regardent, on dirait qu'il y a un miroir entre les deux, les gens ils se ressemblent, on est tous pareils, et en fait, ça fait 30 ans que les petits, ils s'embrouillent les uns les autres, il n'y a pas de raison, hein. Donc, c'est les mêmes histoires qu'ici. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2011, où il y a Samy qui est mort, qui a pris un coup de couteau. Une sale histoire, mais en fait une fausse histoire, en fait, comme à chaque fois, quoi. Et voilà, bien entendu, ça a généré des trucs très très durs entre les familles, entre les jeunes, entre les écoles, parce que même les écoles, elles se regardent, etc. Et voilà, il y a eu un travail qui a été fait, et en même temps, on sentait, quand on regardait que plus on faisait le travail, et je le dis directement, comme ça on rentre dans le cœur du sujet, plus les flics, ça les gênait. On a commencé à discuter avec les petits, on a vu quoi? En fait, ils nous racontaient des histoires qu'en fait la BAC venait les chauffer, leur dire ouais, t'as vu d'un nain de l'autre côté, ils ont dit que vous êtes vous savez pas vous taper, tout ça. Hein. En fait, la BAC, ils les chauffait et ils leur expliquaient qu'en fait c'était tout bénef pour eux, pour la BAC, parce qu'en fait plus ça se tape entre quartiers, et plus la BAC elle a des raisons de venir sur le quartier, d'être légitime, de faire les cow-boys, de ramener des affaires au commissariat, de se construire une carrière. Et qu'en fait, le commissariat, il y avait une logique vraiment d'intérêt, quoi, en termes de carrière, mais symbolique à tous les niveaux, que les petits continuent à s'embrouiller les uns les autres. Et je pense qu'en fait, il y a plein de gens ici qui ont déjà été témoins d'histoires comme ça, où on sait, bon voilà, les habitants des quartiers populaires, pour une fois au moins, on n'a pas besoin de se réexpliquer qu'est-ce que la police elle vient faire dans les quartiers, on sait très bien. Voilà, ça c'est pour dire un peu d'où je parle et comment j'ai pu voir le sujet, quoi. L'autre truc, du coup, moi je fais de la recherche en sciences sociales, je la fais de manière indépendante, je la fais pas à l'université parce que, notamment, je travaille sur ce que fait l'armée française en Afrique, ce qui fait du coup, c'est pas possible de faire ça à l'université française, quoi. Et je travaille sur l'histoire de la police, l'histoire du système sécuritaire. Et notamment, j'ai essayé de montrer comment, en fait, il y avait une généalogie coloniale et militaire. Ça veut dire qu'en fait, le système sécuritaire, le système de contrôle qui est développé en France depuis les années 70 et vraiment avec une accélération depuis le début des années 2000, j'ai essayé de montrer comment en fait il était expérimenté en permanence dans les guerres coloniales, alors guerre d'Indochine, d'Algérie, mais en fait pendant tout le temps colonial, l'État français a réimporté, récupéré, transformé des techniques de contrôle de la population pour l'appliquer au peuple à l'intérieur de la métropole, aux classes populaires, au prolétariat à l'intérieur de la métropole. Et par exemple, dans ces dispositifs, y a la prison notamment. La prison, les centres d'internement, les bagnes, etc. Ça aussi, c'est des dispositifs qui ont été inventés, expérimentés, généralisés par le pouvoir colonial et qui ont été après réimportés pour être appliqués au prolétariat en général. Voilà, bon, je travaille un petit peu sur ça, aussi sur les logiques du coup de militarisation, de montrer comment les classes dominantes dans l'ère sécuritaire, en fait, pour aménager le néolibéralisme, l'augmentation de la précarité, et de l'autre côté, elles militarisent les forces de police et elles leur donnent des capacités de se comporter comme en situation de guerre coloniale. C'est pas la même chose, mais il y a une sorte de continuum. Et du coup, ce qu'on voit, c'est qu'il y a à la fois un marché économique, c'est les mêmes industries du bâtiment, de la sécurité, du contrôle. Là, donc on passe par Bouygues, Dassault, etc. C'est les mêmes industries qui font un business et énormément de profits dans les guerres néocoloniales. Par exemple, dans Barkhane, l'occupation militaire française du Sahel, on retrouve des entreprises, des industries qui font le même type de bénéfices que celles qui font les bénéfices dans la rénovation urbaine de nos quartiers. Rénovation urbaine,
la destruction ou l'éloignement des classes populaires. Là, on pourrait même dire encore une fois la colonisation intérieure, parce qu'en fait c'est quelle classe sociale qui viennent s'installer à la place des habitants historiques des quartiers populaires. On sait très bien, c'est la petite bourgeoisie issue des centres-villes. Et donc voilà, il y a aussi une forme de colonisation de ce point de vue-là. Et voilà, j'essaie de montrer comment la police, elle intervient à ce niveau-là, bon, à la fois comme système de répression, mais en fait aussi comme un système qui vient structurer la vie sociale, qui vient... Peut-être je le dis maintenant parce que je voulais finir sur ça, mais on va en reparler, mais en fait, on peut voir la police comme un truc qui vient nous attaquer en permanence, mais c'est aussi un dispositif qui vient nous empêcher de nous organiser. Et ça, du coup, je reviendrai peut-être à la fin, mais il y a cette logique-là, et c'est ce que j'essaie de montrer dans mes travaux, c'est que la police, elle vient produire la ségrégation. Elle vient produire, moi je parle de socio-apartheid, pour dire que c'est pas la même chose que l'apartheid en Afrique du Sud, mais il y a une forme socio-policière, médiatique, politique, de ségrégation à la française, qu'on peut appeler socio-apartheid, et qu'en fait que les non-blancs, les pauvres non-blancs, emportent partout. Ça s'arrête pas, il y a la frontière du quartier, mais c'est des frontières qui se déplacent. Quand tu arrives à Gare du Nord, selon comment tu es habillé, ta tête, ton style, etc., en fait, la frontière, elle t'accompagne. Et c'est ça qu'on j'essaye de parler avec le socio-apartheid. Tout ça pour dire que, sur ces questions-là, en fait, les violences entre nos petits, enfin toutes les générations, parce qu'on dit les petits, en fait, des fois c'est pas du tout les petits, puis on est tous le petit de quelqu'un d'autre, et elles sont prises dans un système qui est produit, c'est pas tombé du ciel. La misère dans les quartiers populaires, la précarité grandissante, les conditions d'exploitation, tout ça, c'est autant pas tombé du ciel que nos conditions de répression. Bref, voilà. J'avance sur ça. Ce que je voulais vous présenter, un petit peu pour parler d'un truc assez pratique, c'est une expérience qui se passe à Chicago Sud depuis 3-4 ans, dans le cadre de Black Lives Matter, mais pas seulement, il y a plusieurs groupes. Du coup, en fait, à partir des mêmes choses que ce qui nous concerne ici, des habitants, beaucoup des habitantes, qu'on dit, bon, en fait, voilà, on a des problèmes de violence interquartiers, plus on a les problèmes de violence policière, et même on pourrait dire de massacres policiers, hein, vu le nombre de morts qu'il y a par an aux États-Unis, plus la prison, pareil, la même chose qu'ici. Et du coup, en enquêtant dessus, pareil, des jeunes qui ont grandi dans ces quartiers populaires, qui ont été à la fac, etc., bon, il y a eu... s'est posé la question, mais d'où ça vient ce système de la prison généralisée pour nos enfants? D'où ça vient ce système de guerre policière? Et du coup, les gens sont remontés un peu et ils sont tombés un peu sur les mêmes histoires que nous. C'est-à-dire qu'ils sont tombés sur l'histoire de la prison aux États-Unis, c'est indissociable de l'histoire de la ségrégation. L'histoire de la police aux États-Unis, c'est indissociable de l'histoire de la chasse que les esclavagistes mettaient en place, payaient des milices pour chasser les esclaves en fuite. Donc là, encore une fois, il s'agissait de les rattraper, pour les surexploiter, mais aussi de les empêcher de fuir, de se soustraire au pouvoir colonial, les empêcher de créer une autonomie, de créer une communauté. Parce que bien entendu, quand les esclaves s'enfuyaient, ils allaient créer une autre société. Et mine de rien, il se passe quelque chose comme ça dans nos quartiers aussi, qui menace le pouvoir policier, le pouvoir colonial en général, on pourrait même dire qui menace cette société. C'est que la forme de la communauté, elle est encore là, elle est ultra présente dans nos quartiers. Et je crois que la police vient aussi casser ce truc-là. Bref, donc à Chicago Sud, ils ont commencé. Il y a un long travail depuis l'époque des Black Panthers, un travail et communautaire et politique, et même les mouvements révolutionnaires sont là pour faire une formation politique, d'éducation populaire auprès des habitants, et du coup pour expliquer que, encore une fois, que c'est pas tombé du ciel, que la misère dans les ghettos aux États-Unis, elle tombe pas du ciel, elle est produite par le système, et que pareil, l'enfermement systématique des personnes de couleur aux États-Unis, c'est pareil, c'est un système, c'est organisé, c'est structuré, et donc on peut le combattre, donc on peut s'organiser contre. Et donc ce qu'ils ont commencé, je dis ils, en fait c'est elles, hein, vraiment, parce que c'est principalement des collectifs de femmes noires et portoricaines qui se disent féministes et qui certaines se disent révolutionnaires, et qui se sont organisées pour en fait se dire que si on en était obligé d'appeler la police qui tue nos enfants, nos frères, etc., quand on a un problème, en fait le problème il venait de là, qu'on soit obligé d'aller chercher l'oppresseur quand on a nous-mêmes un problème. Et du coup, ce qui a commencé à s'organiser, c'est des choses qui vont... je pense que c'est des expériences qui vont se croiser avec ce qui va être dit après. Alors, pour Chicago Sud, du coup, il y a eu d'abord des histoires de cercles de parole, pour essayer avec la question de la justice réparatrice, la justice communautaire, où ils ont été fouillés dans les répertoires des peuples premiers qui habitaient l'Amérique, et pour essayer de voir comment est-ce qu'ils réglaient leurs problèmes, avant que le capitalisme et l'État ramènent la prison et la police.
Du coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait des moyens de faire discuter les familles, les différentes communautés, de trouver des endroits pour pouvoir discuter ensemble, même quand c'est dur, hein, quand il y a un mort, c'est pas facile d'aller discuter avec en face, quoi. Mais trouver des moyens, et de réparer, et de reconstruire du lien social, et de faire des choses ensemble par la suite. Et donc, bien entendu, ça fait pas disparaître les problèmes, hein. Les problèmes, ils sont là, et surtout quand les misères, elles sont enchevêtrées. Par contre, ils se sont rendus compte que ça ramenait pas encore plus de problèmes, parce que quand on appelle, ils se sont rendus compte de ça, que quand ils appelaient la police pour régler leurs problèmes, ils avaient encore plus de problèmes. Donc c'est parti de ces cercles de parole, et notamment d'un autre dispositif qui est une présence directe sur le quartier, où en fait, et là c'est plutôt les mamans, qui ont décidé de s'installer exactement à l'endroit où les jeunes avaient l'habitude, les jeunes des deux quartiers étaient obligés de se croiser, je ne sais pas parce qu'il y a une station de métro, hein, il y a un truc qui fait que les jeunes sont obligés de se croiser à cet endroit-là. Et donc c'est à cet endroit-là que souvent, voilà, ça partait ça se passait pas bien. Et du coup, en fait, plusieurs collectifs de mamans ont commencé à s'installer avec différents dispositifs. Certaines barbecue, et en mode je fais à manger, je vends des petits trucs, mais je crée une activité aussi. D'autres, après, il y a eu cantine populaire et gratuite. Pareil, pour les gens du quartier qui n'ont pas à manger, je sais pas quoi, mais en tout cas, ça fait une présence. Ça fait à manger, les gens viennent se poser, on met des chaises, etc. Il s'est développé plusieurs manières d'être présentes sur le quartier comme ça, et qu'on développé deux choses qui n'étaient pas prévues. Bon, une qui est en fait que effectivement ça marche bien vis-à-vis des violences entre interquartiers, parce qu'en fait là c'était des histoires de gangs un peu, c'est pas des tout petits quoi, mais bon bah oui, tu sors pas des armes quand il y a les darons en bas dans le quartier, c'est évident, même si t'es dans un truc d'aller régler tes comptes, etc. Bon, ça a calmé énormément le niveau en termes de violence interquartier, mais ce qu'elles se sont rendues compte, c'est que ça avait généré aussi une réduction énorme des violences policières, parce qu'en fait, de la même manière, quand les policiers venaient sur le quartier et entre les deux quartiers, eh ben, ça se passait pas du tout de la même manière. Ils traversaient, en général, ils s'arrêtaient plus, alors que normalement, bon, vous connaissez les contrôles policiers, ça s'arrête, on cherche une provocation, le policier, une fois qu'il a sa provocation, il peut partir en chasse à l'homme. Et bien là, les voitures de policiers ne s'arrêtaient plus, elles faisaient leur ronde, bien entendu, ils n'ont pas réussi à empêcher les policiers de venir quadriller le quartier, mais en tout cas, les policiers s'arrêtent plus, déclenchent plus de provocation, vont pas au contact des jeunes directement, et du coup, ça avait réduit énormément la probabilité de se faire arrêter en début, en fin de journée, enfin bon, voilà, etc. Et de ça a ouvert une troisième chose qui n'était pas tant que prévu, c'est que les cercles de parole interquartiers, en fait, les gens se sont rendus compte qu'à se voir entre différents quartiers, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des problèmes en commun. Que c'était que pareil, l'ascenseur pour monter au 12e qui marche pas, donc tous les gens qui peuvent pas prendre, bon, enfin les problèmes que vous connaissez. Et du coup, en fait, en se rencontrant que les gens avaient exactement les mêmes problèmes, ils se sont dit que en fait, si on arrivait à s'organiser pour régler des questions aussi dures que quand on a perdu un enfant, et ben en fait, on pouvait s'organiser sur plein d'autres choses. Et du coup, de ces cercles de parole sont venus des espèces de comités de quartier, des cercles d'habitants de quartier, où les gens sont commencés à s'emparer de toutes les questions qui les concernaient. Le mal logement, avoir un autre appartement, même justement faire réparer l'immeuble, la gestion de la vie en bas du quartier, etc. Et puis même jusqu'à des questions du travail, trouver du boulot, ou se partager du boulot, etc., etc. Et en fait, les gens se sont rendus compte, à partir de ces expériences-là, qu'ils étaient capables de mettre en place une forme d'autogestion collective de leur quartier, et qu'en tout cas, ça réglait pas du tout tous les problèmes, mais que ça en ajoutait pas, et que ça permettait de commencer à s'organiser par soi-même pour changer nos formes de vie. Et voilà, c'est sur ça que je voulais terminer, et sur un peu sur lequel j'avais commencé, c'est que la police, elle vient faire ça aussi, elle vient casser nos capacités à nous auto-organiser, nos capacités à gérer nous-mêmes nos vies, nos capacités de solidarité, d'entraide, etc. Parce que ça menace clairement cette société qui est basée sur l'individualisme. Peut-être je dis juste ça pour terminer. Sur la question de l'insécurité, en permanence, on nous répète, le discours policier dit oui, mais on va dans les quartiers parce que les gens nous appellent. Ils en ont marre du bruit des bécanes, de je sais pas quoi, du deal, de nanan. On y va parce que les gens nous appellent. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, il y a des recherches en sciences sociales qui ont montré que la question de l'individualisme, elle change tout à ça. Quand on est isolé face à une menace, une insécurité, eh ben, en général, on va chercher ce qu'il y a, c'est-à-dire la police, l'État, etc. Quand on est isolé, par exemple, qu'on est tout seul, si on se fait brûler sa voiture, bah, effectivement, on va aller chercher ce qu'il y a comme aide. Par contre, quand on est une communauté,
Et ben, quand on se fait brûler sa voiture, il y a quelqu'un qui va nous prêter une voiture le lendemain pour aller au chantier, ou quelqu'un qui va nous passer un vélo, ou quelqu'un qui va nous aider à la réparer, etc. Ou peut-être juste simplement, les jeunes savent à qui sont les voitures, et bon, ça dépend des jours, quoi. Le choix des voitures qui brûlent. Bref. Par rapport à la maladie, quand on est isolé, eh ben, on a raison d'avoir peur, parce que si on n'a pas de sous pour aller chez le médecin, à l'hôpital, etc., on va être dans une galère noire. Quand on est dans une communauté forte, eh ben, on a, face à la maladie, en fait, face à toutes les galères du quotidien, on a la possibilité d'être aidé, et c'est ça qui fait diminuer la peur. C'est ça qui fait diminuer aussi le recours aux dispositifs policiers qui ne servent pas les habitants des quartiers. Donc voilà, je voulais en venir ça, et je vous remercie, et je passe la parole. Juste, je précise que Mathieu Rigouste est l'auteur d'un bouquin que je vous conseille fortement qui s'appelle L'ennemi de l'intérieur. Je ne pense pas que tu l'aies dit. Donc voilà, qui est disponible, vous pouvez l'acheter. Et puis je dis simplement que en tant que présidente de l'association EEB, et puis là il y a la présidente de l'association EEM et puis le porte-parole de l'AEB, on a mené jusqu'à l'année dernière une action ici, une démarche voilà, qu'on a qualifié nous d'éducation populaire sur le quartier de la Capsulerie, à partir du moment où une femme a failli mourir dans un ascenseur. Donc on a mené une mobilisation, on a été voir les gens, on a fait du porte-à-porte avec ce discours-là en disant voilà, il ne faut pas qu'on reste isolé, le bailleur social voilà, se moque de nous, il ne respecte pas notre dignité, il ne respecte pas nos droits, voilà, il ne nous considère pas. Donc ne restons pas isolés les uns les autres. Et donc, bon, ça n'a pas été facile. Certains et certaines ici le savent que c'est pas facile en fait de mobiliser dans un quartier populaire. Mais on a réussi à mobiliser. Alors, on a organisé des barbecues, tout ce que tu as dit, des barbecues. On a vraiment essayé de prendre l'espace public, en fait, de ne le pas laisser. Et Dieu sait que c'est pas facile de prendre ici l'espace public sur la capsulerie, d'organiser des trucs ici à l'extérieur. On a organisé plusieurs choses, des réunions publiques, etc., ici au Café des Familles. Toujours est-il qu'on a gagné, et ça vraiment je le dis tout à l'heure, Chouki en parlera, Afida aussi certainement, on a réussi à faire plier le bailleur social, et le bailleur social a décidé donc fin d'année dernière de changer l'ensemble des ascenseurs qui étaient donc régulièrement en panne, rue Sesto, Fiorentino, donc juste de l'autre côté. Enfin, c'est pour dire qu'effectivement la mobilisation paye, et c'est pour dire aussi que voilà, nous on savait pas ce qu'il y avait à Chicago, on n'est pas au courant de tout ça et toutes ces expérimentations qui étaient menées, on l'a fait à l'instinct. Bon voilà, on l'a fait comme quoi, voilà, c'est quelque chose, il y a quelque chose d'universel dans le fait de pas rester isolé, de jouer collectif, de se mobiliser, etc. À la fin, voilà, il y a toujours victoire. Pourquoi ? Parce qu'en l'occurrence là, un bailleur social qui ne respecte pas les gens, voilà, il se met lui-même dans l'illégalité, il se met lui-même dans quelque chose qui est injuste, qui est illégitime, et de fait, il plie. Voilà, mobilisation, voilà, il y a victoire derrière.